Bonjour à tous et à toutes. Merci d'être avec nous pendant votre temps de lunch pour cette session sur l'absentéisme, mais qu'on vous souhaite certainement inspirante et productive. Peut-être quelques petits réglages avant de commencer. Est-ce que, je suppose que tout le monde entend et peut poser ses questions via le chat, donc n'hésitez pas à le faire. On va avoir une petite présentation ici de 30-40 minutes afin qu'on puisse encore répondre aux questions. Donc n'hésitez pas à les poser via le chat. Si jamais on n'avait pas le temps de répondre effectivement à toutes les questions, sur les derniers slides, vous trouverez l'adresse où vous pouvez encore envoyer des questions. C'est wellbeing@infinitia.be. Elle est mentionnée à la fin de la présentation. Alors, au menu aujourd'hui, voilà ce qu'on va discuter. D'abord un petit peu cadrer le problème, réexpliquer finalement c'est quoi l'absentéisme, quelles sont les difficultés, quel est le concept. Et puis, l'idée est de vous donner des armes pour lutter de façon efficace contre l'absentéisme et on va vous les proposer sous forme de clés. Et le dernier volet, assez pratique, comment se lancer, comment mettre en place et comment commencer concrètement dans votre entreprise. Vous donnez aussi des pistes où Adencia peut vous mettre à disposition des experts pour vous aider à tous les niveaux. Alors, le problème et les chiffres. Bon, tout d'abord, si on s'arrête un petit peu sur l'absentéisme, la définition classique, c'est effectivement ne pas pouvoir effectuer les tâches qui sont attribuées dans le cadre de la relation de travail. Donc, en résumé, c'est une absence. Le travailleur n'est pas physiquement présent en raison d'une maladie, d'un accident de travail, d'un congé prophylactique ou bien d'une absence injustifiée. Ici, on ne reprend pas les congés de maladie, les congés de maternité, pardon, étant donné que le travailleur a le loisir effectivement de prévenir de son absence. Donc, ici, parfois, on ne les reprend pas dedans, étant donné que vous pouvez anticiper l'absence du travailleur. C'est un petit peu le même raisonnement qui est appliqué pour les congés thématiques ou les congés ordinaires, étant donné que ce sont des congés qui sont planifiés. Cet absentéisme est mesuré, en tout cas, par le pourcentage d'absentéisme qui indique ici donc le nombre d'heures sur 100 pendant lesquelles un travailleur n'est pas en mesure d'effectuer les tâches qui lui sont attribuées donc, dans le cadre de son contrat de travail, pour les raisons qu'on a bien énoncées. Et ce pourcentage est obtenu donc, en comparant le nombre d'heures d'absence au nombre total d'heures disponibles pendant la période concernée. Alors ici, nous, on a spécifiquement fait le choix d'exprimer en tout cas ce pourcentage avec des heures et pas avec des jours, parce qu'on pense en fait que c'est une représentation qui est quand même beaucoup plus exacte. Si on prend par exemple un travailleur qui travaille à temps partiel avec une présence de 4 heures le lundi, 4 heures le mardi et 8 heures le mercredi, les autres jours étant en non-travail, mais s'il est absent le lundi et le mardi et qu'on considère ça un pourcentage d'absentéisme en nombre de jours, il sera absent pour 50%. Alors que si on l'exprime effectivement, il sera absent pour 67% en nombre de jours, 2 jours d'absence sur 3, ça fait 2 tiers, tandis qu'il n'est réellement absent que 50%, étant donné qu'il est absent 8 heures sur ses 16 heures de travail.
Pour un petit peu recadrer également le problème et cerner un petit peu l'ampleur du problème, voici en tout cas les chiffres de notre secrétariat social qui représente à peu près 10% des travailleurs actifs en Belgique et tous secteurs confondus. Et qu'est-ce qu'on voit? Que la tendance, en tout cas, à l'augmentation, se confirme. C'était déjà le cas sur les dernières années et on constate que 2018 à 2019, l'absentéisme global pour cause de maladie a augmenté encore de 0,15%. Si on fait la différence entre l'absentéisme à court terme et à long terme, que nous on définit absentéisme à court terme de moins d'un mois, mais on voit que là, le taux est relativement stable pour cette année, tandis que l'absentéisme à long terme, donc qu'on considère nous de plus d'un mois, continue effectivement d'augmenter et confirme la tendance de ces dernières années. Qu'est-ce qu'on peut encore donner comme indication dans les chiffres en général? C'est que les travailleurs âgés sont généralement moins absents que les jeunes, mais quand ils le sont souvent pour une période qui est beaucoup plus longue. Ce qu'on sait aussi, c'est que toute absence de plus de 3 mois, les travailleurs, il y a moins de 50% de travailleurs qui reviennent à leur ancien travail et que pour toute absence de plus d'un an, seulement 20% des travailleurs reviennent dans leur ancien travail. Une autre tendance aussi, c'est que les absences à long terme sont plus fréquentes chez les travailleurs de plus de 55 ans, chez les femmes et notamment chez les ouvriers en comparaison avec les employés. Donc, on comprend tout de suite que dans le contexte économique et social, et certainement maintenant avec le glissement de l'âge de la pension, l'enjeu va être de maintenir au travail de façon efficace de plus en plus de gens et de plus en plus longtemps. Alors, très certainement, il y a deux volets. L'absentéisme a un coût évident et on en parlera après pour l'entreprise, mais également pour la société, mais a également un coût humain pour les personnes qui sont absentes. Évidemment, elles sont en moins bonne santé, avec un risque de se désinsérer du milieu du travail beaucoup plus important et donc une perte financière qui n'est pas négligeable. Donc, on perçoit déjà que mettre en place une politique de lutte contre l'absentéisme, ça fait partie aussi de la gestion du bien-être des travailleurs. Alors, évidemment, un certain nombre de questions se posent et très souvent, quand on va dans les entreprises, on entend souvent on a déjà essayé beaucoup de choses, on a déjà mis en place énormément de choses pour gérer cet absentéisme, mais force est de constater que les résultats sont quand même pas vraiment ceux qui étaient attendus. Alors, c'est là-dessus, effectivement, qu'on voudrait faire notre webinaire aujourd'hui et vous donner des pistes pour que tout ça soit vraiment efficace et vous montrer où nous pouvons mettre notre expertise à votre disposition. Alors, les questions en suspens, évidemment, très souvent, on a tous des chiffres d'absentéisme pour son entreprise, mais leur signification n'est pas toujours très claire. Alors, on aime beaucoup les comparer, le benchmark, mais à quoi les comparer? À quoi ça sert de les comparer? Est-ce que les chiffres sont comparables? Et on voit tout de suite que ce n'est pas toujours aussi clair. Quand on commence une politique de lutte pour l'absentéisme, on se dit, tiens, mais quand est-ce que moi, je peux, en tant qu'employeur, contacter un collaborateur? Est-ce que je peux le faire de mon propre chef? Est-ce que ça va être, de quelle façon est-ce que ça va être perçu? Si un collaborateur est régulièrement absent, qu'est-ce que je fais?
comment impliquer les dirigeants dans la problématique de l'absentéisme, parce qu'effectivement, assez souvent, on a bien envie de mettre en place cette politique, mais il faut concerner et avoir l'implication de toutes les personnes, de toute la ligne hiérarchique et de toutes les personnes dans l'entreprise pour que ce soit efficace. Et ce n'est pas toujours évident de savoir comment s'y prendre. Alors, pour parler et aller un petit peu plus loin dans le concept, on a vu effectivement la définition de l'absentéisme pur, c'est le fait de ne pas être physiquement au travail, mais très vite on se rend compte qu'il n'y a pas uniquement que ça ne se limite pas vraiment à ça, hein, parce qu'on peut être présent au travail, mais pas forcément efficace, ou en tout cas on peut rester en dessous de la qualité de travail attendu ou pas tout à fait le travail attendu. Et donc, nous, en tout cas, francophones, nous n'avons pas de termes pour définir ça. Tout se définit sous l'absentéisme. On parle de présentéisme. Il faut savoir que nos amis néerlandophones, eux, ont deux termes, le présentéisme pour déterminer le présentéisme et l'absentéisme, et eux parlent de Verzuim, tandis que nous n'avons pas de terme pour l'évoquer. Mais donc, le fait d'être présent au travail, mais de ne pas prester ou la qualité ou tout le travail atteint, que ce soit pour une cause de maladie, de raison privée, ou bien parce qu'on est stressé, sous pression, parce que pour le moment, l'énergie manque un petit peu, ou bien la motivation par rapport au travail n'est pas tout à fait présente, ça constitue aussi de l'absentéisme. Alors peut-être pas physiquement comme on l'entend dans la première définition, mais c'est quelque chose aussi qu'il faut prendre en compte. Donc on se rend compte ici que la notion n'est quand même pas si simple et qu'il ne suffit pas d'être présent au travail pour fonctionner convenablement. Et donc, on perçoit de nouveau en filigrane cette notion de bien-être au travail. Et on voit également qu'il y a plusieurs facteurs intriqués. Je suis malade, j'ai des soucis privés, mais aussi l'organisation du travail, l'ambiance au travail, sont des facteurs qui sont primordiaux et qui nous concernent directement en tant qu'employeur. Parfois, quand on va dans certaines entreprises, j'étais trop vite, on entend si la personne est malade, moi, c'est de la sphère privée. En tant qu'employeur, je ne sais pas très bien ce que je pourrais y faire. Alors, évidemment, c'est de la sphère privée, mais le travailleur n'est pas qu'une maladie et il fonctionne dans un contexte biopsychosocial. Donc, on ne discute pas le fait que le travailleur puisse être absent pour maladie, et qu'il doit avoir la possibilité de se soigner, mais du moment opportun pour reprendre le travail et éventuellement des conditions qui lui seront offertes pour le faire. Alors, on verra ça plus loin. Donc, pour un petit peu aborder ce concept, voici un petit peu la vision d'Atensia et notre façon d'appréhender les choses avec le cycle de vie, le cycle de bien-être des collaborateurs. Donc, chaque collaborateur, chaque travailleur, va en tout cas passer par 3 phases successives, qu'on souhaite le moins fréquent possible, mais il y a une période où il est on, c'est-à-dire qu'il est au travail et à ce moment-là, il travaille soit de façon optimale, et il se sent bien au travail, il est motivé, soit il est au travail, mais on l'a vu tantôt, il ne preste pas ou la qualité ou l'entièreté du travail attendu pour une raison particulière. Un petit moment, ce travailleur, effectivement, peut, pour une raison ou une autre, tomber malade ou décider de s'absenter. Donc, c'est la période off. Le travailleur est absent du travail. Et la troisième période, donc cette période off, évidemment,
on en souhaite, nous, en tant qu'employeurs, et même pour les collaborateurs, le moins possible, et les plus courtes possibles. Le challenge, c'est de maintenir cette période off le plus court possible, et dans une autre phase, éventuellement, de pouvoir les éviter pour maintenir les travailleurs dans le cycle on. La troisième phase, quand le travailleur est rétabli, il va revenir au travail, et à ce moment-là, il faudra voir ce que l'on décide de mettre en place pour aider le travailleur à sa reprise. Qu'est-ce qu'on met en place pour une reprise plus rapide ou bien pour une reprise plus facile, et quels moyens on va mettre pour le soutenir afin qu'il soit directement de façon à ce qu'il fonctionne directement de façon optimale. Alors, on avait effectivement vu le travailleur, ok, c'est effectivement sa décision de s'absenter pour des motifs de maladie ou de la sphère privée, mais ce travailleur fonctionne dans un environnement de travail. Il y a une organisation de travail, les ressources qu'il peut qu'il peut trouver dans ce travail, l'environnement de travail, et tout ça vont aussi avoir un impact sur la décision du travailleur de s'absenter. Il est certain que si l'ambiance n'est pas tout à fait bonne, si le travailleur n'est pas forcément attendu à son travail, il aura plus facile s'il se lève le matin à se dire « j'ai un petit peu mal de tête », personne ne m'attend, je n'ai pas des tâches très importantes à réaliser, je reste chez moi. Que fatalement, s'il y a une bonne ambiance de travail, si le travailleur se sent soutenu et que les tâches à réaliser sont bien claires et qu'il est attendu pour certaines prestations, la décision de s'absenter sera plus difficile. Ce travailleur, donc, évolue dans un environnement de travail avec un certain leadership qui aura également des conséquences sur sa décision de s'absenter, mais également dans une structure, dans une entreprise qui a sa propre culture, qui a ses stratégies, qui a ses valeurs, et est-ce que le travailleur se sent aligné avec ses valeurs? Est-ce que le travail qu'il réalise a un sens pour lui? Et tout ça aura également un impact sur son fonctionnement. Ce travailleur n'est pas uniquement au travail, il évolue dans une société qui a aussi une certaine caractéristique à l'heure actuelle qui évolue de façon extrêmement rapidement, avec des changements de plus en plus nombreux auxquels il doit faire face, et il a une structure familiale, des amis et des connaissances, mais qui vont de façon plus lointaine, en tout cas, influencer son comportement et sa façon de fonctionner. Donc, on comprend directement que gérer l'absentéisme, c'est quelque chose de multidisciplinaire. On a besoin effectivement de pouvoir envisager les choses à plusieurs niveaux, et il va falloir tenir compte de plusieurs influences. Alors, maintenant que le décor est planté, je vous propose de passer au vif du sujet et de voir un petit peu ce qu'on peut mettre en place. Alors, on a déterminé 6 clés pour lutter contre l'absentéisme. Et la première clé, c'est d'abord le business case, l'analyse de la rentabilité. Alors, si on décide effectivement de prendre en compte l'absentéisme, la première chose à faire, si on veut en tout cas que cela perdure dans l'entreprise, c'est de savoir pourquoi on le fait et pourquoi on le met en place.
qu'est-ce que ça va nous rapporter, à nous en tant qu'employeurs, mais pas uniquement, qu'est-ce que ça va rapporter à toute mon organisation et également aux travailleurs. Alors, ce qui est clair, c'est que les avantages, en tout cas qu'on peut en tirer, on l'a déjà vu, c'est le bien-être du collaborateur. Hein, si vous avez des gens qui sont en bonne santé, qui sont motivés et qui se sentent bien dans leur travail, c'est évident qu'ils vont fonctionner mieux au niveau de la production du travail attendu. C'est clairement pas un secret, l'absentéisme coûte cher, donc c'est certainement aussi l'idée de pouvoir réduire les coûts qui sont liés à l'absentéisme et de pouvoir certainement réinvestir cet argent dans d'autres secteurs. Il est certain qu'à partir du moment où les personnes fonctionnent bien, sont motivées, c'est aussi une bonne image de marque pour votre entreprise et ça évite aussi que les travailleurs aillent voir si les conditions ne sont pas meilleures dans une autre entreprise. Et donc, vous avez ce phénomène de rétention où vous conservez l'expérience des travailleurs et ça vous évite évidemment de devoir mettre en place d'autres solutions de remplacement qui, elles aussi, ont certainement un coût. Et des collaborateurs qui fonctionnent bien, collaborent mieux entre eux et donne aussi, apporte de nouvelles idées et une bonne ambiance dans l'entreprise et instaure un climat de bonne collaboration. La deuxième chose, donc une fois qu'on a perçu un petit peu tous les avantages, mais c'est de pouvoir vraiment mettre en carte et de pouvoir suivre quels sont les coûts et quel est l'impact des actions que je vais moi mener en tant qu'employeur sur mon absentéisme. Alors, pour donner déjà un petit peu une idée, les coûts directs par jour d'absence et par collaborateur sont à peu près de 300 €. Ce qu'il ne faut pas non plus négliger, donc ça c'est les coûts qui sont dus en règle générale au salaire, mais il y a toute une série de coûts indirects et qui, en fonction de votre organisation, votre activité, peuvent être relativement conséquents et peuvent être même jusqu'à un facteur de multiplication de 3. C'est par exemple, c'est quoi ces fameux coûts indirects? C'est si vous devez prendre des intérimaires en remplacement. Évidemment, ça a un coût. Les intérimaires, invariablement, vous devez les former. Les coûts indirects peuvent être aussi qu'à partir du moment où un collaborateur est absent, la charge de travail est remise sur les collègues qui risquent également de décompenser et eux aussi d'être absents par surcharge de travail. Donc tous ces coûts indirects sont entre 1,5 à 3 fois plus importants que les coûts directs. Alors, ces analyses, on peut éventuellement les réaliser au niveau de l'entreprise, au niveau macro, mais également par secteur ou par type d'activité dans votre entreprise. Donc, c'est quand même extrêmement important d'avoir un tableau de bord qui va pouvoir vous donner tout d'abord une tendance et de se dire, tiens, si on ne fait rien, quel va être mon taux d'absentéisme ici en 2020, si on sait que voilà, chaque année ce taux d'absentéisme augmente petit à petit, voilà à quel taux je vais arriver et quel sera mon coût pour l'organisation. Et on voit tout de suite que les coûts sont loin d'être négligeables. Et donc l'idée d'avoir un dashboard qui analyse l'impact de l'absentéisme, c'est de pouvoir se dire si
on ne fait rien. Ben, on voit en 2016, voilà quel est mon coût d'absentéisme, hein, 62 000 €. Et si on laisse juste la tendance des choses se réaliser elle-même, ben, mon coût de mon absentéisme en 2020 ben, sera déjà 5 fois plus élevé. Donc, mesurer effectivement ses savoirs et c'est connaître aussi l'impact des actions que je vais prendre, mais également ça permet de pouvoir prioriser les actions que je vais mettre en place. Ben, ici, c'est un business case qu'on a réalisé pour une entreprise de 500 travailleurs et ben, on voit effectivement ici la différence, le coût de l'absentéisme, le coût du roulement du personnel, le coût des accidents de travail et quel est effectivement l'avantage possible qu'on peut percevoir et où mettre les priorités pour les politiques qu'on va décider d'instaurer. Donc, ça, c'est vraiment important de pouvoir chiffrer quel est l'impact, ce qu'on va faire et de pouvoir le suivre. Je pense aussi que c'est important parce qu'après, quelque part, c'est vendable de pouvoir mettre en place certaines politiques hein, et que ça permet de faire durer sur le long terme à partir du moment où on peut suivre, maîtriser les coûts et savoir l'avantage qu'on va pouvoir en tirer. Ben, voilà encore l'exemple de dashboard hein, qu'on peut mettre en place avec vous hein, pour vous aider à suivre les tendances. Et ben, si on regarde ici, par exemple, la ligne mauve, bon, on n'a pas encore les chiffres pour 2019 et 2020, mais qu'est-ce qu'on voit? C'est qu'en 2016-2017, on a mis en place des actions pour gérer l'absentéisme. Au départ, ben oui, ça a eu un coût. Et puis, la ligne verte, c'est par rapport à l'évolution de l'avantage qu'on aurait pu percevoir en maintenant l'absentéisme sous contrôle. Et l'avantage perçu, la première année, était effectivement négatif, mais l'année suivante, toutes les actions ont effectivement eu un bénéfice qui était 3 fois supérieur à celui qui était attendu avec le contrôle uniquement des chiffres d'absentéisme. Donc ça, je pense que c'est assez intéressant et c'est primordial de commencer par ça en ayant une vue bien claire de la rentabilité, d'où on va et de l'impact des actions que l'on a mis en place. La deuxième clé, c'est le protocole d'absentéisme. Alors, le protocole d'absentéisme, c'est quelque chose de très pratique pour gérer les procédures qui vont être mises en place. Donc, c'est une cartographie de toutes ces procédures et des actions qui sont associés, hein, des rôles et des responsabilités de chacun en fonction, si vous vous rappelez du cycle de travailleurs, du cycle de vie de travailleurs, ça va nous permettre de savoir quand on a une action, pourquoi on le fait, qui est responsable et quelles sont les actions de suivi à mettre en place. Donc, c'est vraiment basé sur le qui fait quoi quand, et on rajoute le pourquoi parce qu'on pense effectivement que ça permet également d'ancrer la politique et de la faire également perdurer si les gens savent pourquoi ils font les choses. Et donc, on a un flux très clair avec exactement à chaque étape ce qu'il est censé se passer. Ça a l'avantage, effectivement, que tout est clair, hein, on a une transparence et le collaborateur sait clairement ce qu'il doit faire et quelles sont les actions qui vont en découler. Au moins, l'approche est cohérente, elle est inscrite dans un cadre plus grand et qui est connu de tous. Et ça permet effectivement de déjà communiquer et de donner des informations sur la problématique
de l'absentéisme. Ça crée bien évidemment de la certitude et de l'implication de chaque personne, chacun à son niveau. Donc, pour être plus concret, si on prend l'exemple ici, par exemple, de la notification d'absence, hein, donc le travailleur entre dans le cycle off, donc il est malade, eh ben, qu'est-ce qu'il doit faire? Quelles sont les façons de notifier sa maladie? Qu'est-ce que le dirigeant, après, doit prendre comme action une fois que la maladie a été notifiée par le travailleur? Quelles sont ensuite les formalités qui doivent être faites? Ben, le collaborateur doit remettre une attestation d'absence. Le dirigeant, qu'est-ce qu'il doit faire à ce moment-là? Et donc, on voit bien clairement qui doit prendre une action à partir de quand et quelle est la procédure qui doit et qui éventuellement est manquante, hein, qu'est-ce qu'on doit éventuellement rajouter, parce que le but n'est pas de tout recréer dans votre entreprise, mais certainement de s'appuyer sur ce qui existe déjà et de voir un petit peu ce qu'on peut certainement utiliser, ce qu'il faut compléter et de mettre tout ça en cadre sous un format de qui fait quoi quand, qui analyse, qu'est-ce qu'on va faire de cette analyse? Est-ce que éventuellement, en fonction de l'analyse, il doit avoir un entretien de retour du collaborateur, ou bien on va faire un entretien d'absentéisme, ou on va organiser des entretiens de suivi? Qui l'organise? Comment ça s'organise? Dans quel timing ça s'organise? Et ensuite, comment on va analyser toutes les données, que ce soit au niveau individuel sur l'absentéisme, ou bien au niveau multidisciplinaire, et savoir quelles actions on va pouvoir prioriser et mettre en place. Et ceci pour chaque phase du cycle du collaborateur. Alors, ce qu'il faut également mettre en carte, c'est de savoir, OK, qu'est-ce que je vais faire quand le travailleur est absent? Qu'est-ce que je vais, par exemple, qui va prendre contact avec le travailleur? On sait effectivement que les travailleurs se désinsèrent assez vite et que le fait de prendre contact rapidement avec le travailleur et de maintenir ce contact avec le travailleur, ben, permet une reprise rapide du travailleur et l'évite à se désinsérer du monde du travail, mais qui prend contact, comment on prend contact, qu'est-ce qu'on peut demander pendant ces contacts. Mais tout ça est clairement défini et détaillé dans ce canevas de qui fait quoi quand. Donc ça, c'est un petit peu l'idée, la même chose. Quand le travailleur revient au travail, ben, OK, qu'est-ce qu'on va faire comme travail adapté? Est-ce que c'est clair? Est-ce qu'on a analysé ces possibilités de travail adapté? Hein, on n'a pas toujours du travail adapté dans les entreprises, mais à partir du moment où tout le monde est bien au courant de ce qui est possible et de ce qui n'est pas possible à chaque poste de travail, mais ça permet d'avoir une clarté et tout le monde sait dans quelle latitude il a pour fonctionner. Alors, les facteurs de réussite, ben, on a déjà vu avec le dashboard, c'est très certainement suivre l'impact. Quel est l'impact de ce que j'ai mis en place? Quel est l'impact de ces procédures et du protocole? Comment je vais en assurer le suivi? Et quand est-ce que je verrai que mes objectifs seront atteints? Ça, c'est vraiment capital pour pouvoir s'inscrire également dans une gestion dynamique des risques et de pouvoir évaluer et éventuellement corriger les actions si l'impact n'était pas celui attendu. Une chose aussi qui est très importante et que permet effectivement ce canevas, hein, ce protocole, c'est d'impliquer toutes les parties concernées, que chacun sache ce qu'il doit faire et que chacun ait effectivement un message clair de ce qu'on attend et du but qui est poursuivi. Et donc,
le facteur aussi qui est terriblement important, c'est la communication. Pour avoir justement cette transparence et cet engagement de chacun. Parce que très souvent, c'est à ces niveaux, on va dire, que le bas blesse, parce que le message, on met énormément d'actions, mais le message qui passe, en tout cas sur le terrain, n'est pas toujours celui escompté. Hein. Par exemple, est-ce qu'on sait quels sont les moyens qui sont mis à disposition des managers, ou bien on a dit maintenant, on va faire revenir tout le monde, on va faire du travail adapté, ok, mais est-ce que le message qui passe au manager, c'est de dire, ah ben ça y est, maintenant, on va devoir faire plus et atteindre nos targets avec des gens qui fonctionnent moins bien parce que, comme on entend souvent, ils ne sont pas à 100%. Et donc, évidemment, c'est extrêmement compliqué. Vous pouvez avoir une bonne volonté de réintégrer vos travailleurs, mais si le manager, après, n'a pas la possibilité de faire ce travail adapté, de le mettre en place, ou que les targets ne sont pas adaptés, ben, évidemment, ça va coincer sur le terrain. La même chose pour les partenaires sociaux. Hein. Est-ce que le message qui passe, c'est maintenant de se dire ah ben ça y est, maintenant on va refaire revenir des gens malades. Et évidemment, ça ne va pas aider à l'implication et au message qui va passer chez vous et chez les collaborateurs. Donc le volet communication, hein, de pouvoir donner le bon message aux bonnes personnes, hein, et de vraiment expliciter quels sont les avantages pour chacun à tous les niveaux, ça c'est vraiment un facteur clé de la réussite de la mise en place de votre politique. Donc voilà concrètement comment ça se passe, hein, et quelles sont les clés, les clés la mise en place concrète du protocole dans l'entreprise. On en a déjà effectivement ici abondamment parlé. Alors, donc, dans ces 6 clés, il est bien certain que les 2 premières sont les plus importantes. Hein, je pense qu'il faut cadrer les choses et les mesurer. Ensuite, mettre en place des actions très claires et bien les communiquer. Et ensuite, si on veut aller plus loin, voilà la 3e clé, c'est effectivement la politique de bien-être total. Donc, on a vu le protocole d'absentéisme va s'attarder sur la phase off et le début du retour au travail. Hein. Tandis que la politique d'absentéisme, on prend déjà en compte les travailleurs qui sont au travail, mais chez lesquels on aurait détecté des signaux de moins bon fonctionnement, de stress ou effectivement de risque de basculer vers une absence. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la politique d'absentéisme. Et on a également un volet pour les travailleurs qui sont au travail et comment les garder motivés et pleins d'énergie. Alors, la 4e clé est le leadership vital. L'idée, donc, c'est de pouvoir préserver la vitalité des collaborateurs et de donner des pistes aux responsables pour savoir comment garantir, optimiser cette présence positive, hein, l'engagement et le bien-être des travailleurs. Parce qu'en tant que responsable, j'ai évidemment un impact, hein, et je peux influencer l'absentéisme, je peux influencer la réintégration, et ceci à différents moments. Et les actions que vous allez pouvoir mener vont fatalement être différentes à chaque étape. Tout d'abord, c'est peut-être de s'intéresser quelles sont les sources d'absentéisme. Hein, les 2 principales, on le sait, c'est les facteurs psychosociaux et c'est les troubles musculo-squelettiques. Hein, donc ça, c'est les principales causes d'absence en général. Est-ce que c'est le cas dans votre entreprise? Est-ce qu'il y a d'autres facteurs qui interviennent? Et donc, vous, en tant que responsable, c'est de pouvoir être attentif à
la charge de travail et à cet équilibre entre cette fameuse charge de travail et la capacité du travailleur à exercer ou en tout cas à réaliser cette charge de travail. Et là, ben, évidemment, de détecter peut-être déjà des signaux de stress, hein, de pouvoir écouter ce qui vit au niveau du terrain. En tant qu'employeur, ben, vous pouvez effectivement aussi influencer la décision d'absentéisme. Hein, par exemple, qu'est-ce que vous faites, vous, pour encourager cet employé? C'est quoi, par exemple, les modalités les modalités d'annonce de l'absence, hein, s'il doit juste envoyer un SMS, qu'il ne doit pas appeler son manager, ce sera effectivement peut-être plus facile de s'absenter. Qu'est-ce que je fais moi en tant que responsable pour faciliter le retour au travail, hein, de façon positive? Est-ce que un contact est maintenu durant l'absence de l'employeur, hein? Est-ce que sa reprise de travail est préparée, hein? Est-ce que le travailleur est accueilli? Est-ce que toutes les informations lui sont données? Quelles sont éventuellement les alternatives qui sont proposées? Donc, la même chose, quand la décision de réintégration au travail est prise, qu'est-ce qu'on va faire effectivement pour soutenir le travailleur à ce niveau-là et à le faire réenclencher le cercle de présence positive au travail. Donc, on a effectivement à plusieurs moments, que ce soit proactif, préventif, hein, et ensuite plutôt, j'ai envie de dire, curatif, hein, pour les décisions de reprise et décisions de réintégration, à ce niveau-là, il y a des choses à faire et vous avez un impact en tant que responsable. La même chose, en tant que responsable, vous pouvez avoir plusieurs contacts avec vos collaborateurs à différents moments, hein, c'est ce qu'on appelle les entretiens relatifs à l'absentéisme et à la réintégration. Est-ce que c'est clair, hein, pour vous? Qu'est-ce que je dis, qu'est-ce que je ne dis pas, comment je motive mon travailleur, hein, ou comment je donne un signal clair que l'absence est un problème, hein, j'imagine en cas de bras de force assez élevé. Donc, est-ce que vous êtes effectivement assez armé pour réaliser ces entretiens et pour pouvoir motiver vos travailleurs et garder une présence positive? Alors, à ce niveau-là, effectivement, voilà ce que nous pouvons proposer comme module pour vous y aider. Il y a le module de base avec les éléments fondamentaux du leadership vital et puis 6 modules d'approfondissement, hein, stress et burn-out. Je pense que c'est quelque chose qui vit très fort dans les entreprises, mais comment les détecter et quel est l'impact que moi je peux en avoir en tant que manager. Les travailleurs reviennent au travail, comment mener un entretien efficace, hein. On a vu les différents types d'entretiens. L'idée, c'est de vous donner un petit peu des pistes pour vous former à mener ces entretiens. Le troisième module s'attarde plutôt sur tout un volet des neurosciences, hein, pour apprendre à connaître le fonctionnement cérébral et en tirer profit pour cibler davantage votre organisation, votre attention, pardon, et être plus efficace. Plus de résultats avec moins d'énergie, ça c'est plutôt de l'organisation, hein, basée sur l'efficacité opérationnelle, meilleure organisation, hein, qui n'a pas déjà eu le sentiment d'être épuisé à la fin de sa journée, d'avoir couru dans tous les sens et on s'est dit mais finalement je n'ai rien fait de ce que je devais vraiment faire. Donc vraiment pour être focus sur les points principaux.
Donner et recevoir positivement du feedback, ça c'est le 5e module, que ce soit constructif et pouvoir écouter vraiment ce que donne comme signal le travailleur. Et le 6e module, comprendre les différentes façons de penser en fonction de l'âge et comment pouvoir effectivement en tirer profit pour collaborer de façon plus efficace. Le dernier, on va dire, je vous expliquerai pourquoi je dis le dernier, c'est la dernière clé, c'est programme de formation ciblée. Alors si on veut aller encore plus loin et préserver la vitalité des collaborateurs, ben, on peut faire effectivement des programmes sur mesure de gestion de l'énergie. Et pour vous donner un petit exemple, voilà ce qu'on vient de mettre en place chez L'Oréal. C'est un programme effectivement de formation pour maintenir une résilience élevée donc chez les collaborateurs. Et en fait, ils sont partis du principe voilà, qu'on a tous besoin d'énergie, que ce soit au boulot ou dans notre vie privée, et que c'est important effectivement de trouver un sens dans son boulot, de pouvoir effectivement feel free, se sentir autonome, d'être en forme, de se sentir bien. Et l'idée est effectivement que si on peut réunir tout ça, on va travailler de façon plus efficace. Et il y a eu cette volonté effectivement de changer de culture et de pouvoir vraiment envisager le bien-être et l'absentéisme dans ce changement de culture et de l'amorcer pas par pas par le biais donc, de ce programme ciblé. Et donc, ils ont développé 2 trajets ensemble avec nous, le trajet le trajet jeu, où effectivement, on va répondre à une question: comment gérer ma propre énergie? Et vous voyez, ces 4 modules, effectivement, de 3 heures, où l'employé va apprendre à comprendre son stress, se libérer de son stress, communiquer de façon non violente, d'avoir plus d'énergie et moins de fatigue, et il peut choisir à quelle session il s'inscrit. Et donc ça, c'est pour la partie individuelle, mais également un trajet, un volet nous, le oui trajet, où on peut garder et gérer son énergie ensemble, la rendre négociable et la faire prospérer et travailler ensemble de façon un petit peu différente, avec de nouveau des modules de formation de 3 heures à chaque fois sur le travail intergénérationnel, partager et travailler ensemble, travailler de façon agile et s'organiser de façon efficace. Bon, voilà un petit peu des pistes pour aller plus loin. Et la dernière clé, qui n'est pas tout à fait, à mon sens, une dernière clé, parce qu'elle s'inscrit dans toute la trame, c'est la vision partagée. On en a déjà parlé tout au long de la présentation. C'est vraiment de pouvoir chacun, à chaque niveau de l'entreprise, avoir une vision commune où chacun y trouve ses avantages. Alors, que ce soit les employeurs, les employés, les managers, les partenaires sociaux, en fait, c'est vraiment le liant, c'est la source de toute la politique qui est mise en place, si on peut imaginer ça comme ça. Et bon, c'est bien évident que ça ne se fait pas du jour au lendemain, que ça se fait pas par pas, mais qu'il faut tenir ça à l'esprit comme un facteur capital et qu'il faut l'envisager à chaque petite étape, à chaque petit projet que vous allez mettre en place pour pouvoir effectivement l'envisager petit à petit à grande échelle. Et donc, ça passe effectivement par une communication efficace, ciblée. C'est un petit peu le marketing, on va dire, du projet qui va être mis en place
et qui va permettre effectivement de faire grandir le projet et de petit à petit tous regarder dans le même sens, on peut dire, avec la même vision. Alors, j'ai déjà parlé beaucoup et l'idée est de dire, OK, comment maintenant concrètement on procède. La première chose, on l'a déjà dit et je vais le répéter, c'est se baser sur ce qui existe déjà, ne pas recréer la poudre. Donc, c'est récolter les données. Alors, soit on a déjà plusieurs acteurs, le médecin du travail ou les partenaires de la gestion des risques qui travaillent dans votre entreprise et donc qui connaissent un petit peu quels sont les enjeux, ce qui vit sur le terrain. Et alors, à ce moment-là, la récolte de données est effectivement assez facile. Et donc, c'est vraiment quelque chose qu'on va mettre en place et qui sera adapté à votre entreprise. Il y a des programmes effectivement bien spécifiques, mais c'est chaque fois construit avec vous en fonction des particularités de votre entreprise. Et c'est pour ça que cette récolte de données est vraiment importante afin de savoir comment procéder au mieux et de faire ce qui va vraiment fonctionner chez vous. Donc, c'est pas quelque chose qu'on arrive clé sur porte dans toutes les entreprises. Une fois qu'on a toutes ces données de terrain, la première chose à faire, effectivement, c'est de commencer cette idée de vision partagée, de voir un petit peu quels sont les avantages pour toutes les parties et de faire le business case afin d'avoir vraiment un dashboard bien clair de ce que ça peut rapporter et de pouvoir suivre l'impact de ce qu'on va mettre en place. Et le plus simple ensuite, c'est de commencer par le protocole d'absentéisme parce que c'est vraiment des actions très très concrètes qui permettent d'impliquer tout le monde, d'avoir de la clarté, de savoir ce qu'on fait et de voir un petit peu quelles sont les procédures qui manquent. Est-ce qu'on doit adapter déjà celles qui sont mises en place? Mais une fois qu'on a vraiment ce protocole bien clair, je pense qu'on a déjà fait un très grand pas. Et puis, si on veut aller plus loin, c'est de voir comment effectivement on peut étendre tout ça à une politique de bien-être et quelles sont les nécessités éventuellement de programmes ciblés. Mais ça, c'est dans un deuxième volet. Donc, voici une petite synthèse effectivement de tout ce que je viens de vous expliquer. Donc, tout est construit effectivement par module, de façon que vous puissiez choisir avec nous ce qui sera le plus efficace pour votre entreprise en fonction de ce qui existe déjà, de la maturité de votre entreprise et des objectifs évidemment que vous vous êtes donnés. Et en fonction de ça, de pouvoir effectivement commencer par l'une ou l'autre chose. Voilà, je vais laisser quand même un petit peu de temps pour les questions, donc je n'hésitez pas à les envoyer via le chat et on y répondra directement. Si jamais il y en avait trop, voilà l'adresse, le rappel de l'adresse dont je vous parlais tantôt, afin que vous puissiez éventuellement, si d'autres questions venaient après, les poser. Alors, donc je vois ici, première question, est-il préférable de toujours organiser des entretiens d'absentéisme ou seulement en cas d'absence fréquente? Alors, c'est une bonne question, effectivement. L'idée ici, c'est de sans doute ne pas faire que uniquement des entretiens d'absentéisme, parce que sinon, ce qu'on risque, c'est de stigmatiser les personnes et d'avoir l'effet inverse. Donc, je pense que c'est important de faire des entretiens d'absentéisme, mais il faut bien communiquer, comme on l'a dit, ce qu'on veut faire, pourquoi on va le faire et quel est le but, que ce ne soit pas vécu comme une punition plutôt que comme un entretien qui va vous permettre effectivement de trouver des solutions et d'apporter des pistes pour que le travailleur soit moins absent. Donc, je pense que oui, il faut faire des entretiens d'absentéisme, mais
ça doit s'inscrire effectivement dans le protocole, hein, qu'on sache qui les fait quand et à partir effectivement de quelle fréquence on va les faire. Ce qu'il faut éviter, c'est de stigmatiser et de les faire pour certaines personnes oui, pour certaines personnes non, parce que ça, ce n'est pas une bonne façon de prendre en charge et ça produit effectivement l'effet inverse. Donc, dans le cadre d'un protocole, oui, il faut faire les entretiens d'absentéisme et à partir d'un certain seuil qui sera effectivement déterminé, mais pareil pour tous les collaborateurs. Alors, je ne sais pas s'il y a encore d'autres questions. Si un employé est absent pendant une longue période pour des raisons psychiques, est-il recommandé qu'il y ait un entretien avec un psychologue du service externe de prévention avant que cet employé ne reprenne le travail? Alors, de toute façon, ce qu'il faut savoir, c'est que si l'employé est absent pour une longue période, en tout cas de plus d'un mois, il y a un examen de reprise de travail qui doit s'effectuer. Et c'est dans ce cadre-là, effectivement, que le médecin du travail va estimer la nécessité, éventuellement, de pouvoir faire d'autres choses supplémentaires. Alors, en tant qu'employeur, vous allez peut-être difficilement pouvoir le conseiller directement, étant donné que vous n'êtes pas censé être au courant des causes individuelles des absences pour le travailleur. On peut vous les donner en global, mais certainement pas au niveau individuel. Donc, ça aussi, je pense que, de nouveau, ça doit s'inscrire dans une politique et on peut effectivement, si le problème principal est effectivement des causes psychosociales, prévoir une collaboration avec le conseiller en prévention aspects psychosociaux et à ce moment-là, le rediriger, pouvoir rediriger les travailleurs, ça me semble tout à fait une bonne chose, mais ça se fera de toute façon via l'examen de reprise de travail. Voilà, j'espère avoir répondu aux questions. Oui. OK. On peut clôturer. Merci beaucoup.